C'est l'heure de The New Web. Votre rendez-vous web qui décode comment intégrer le digital dans votre quotidien. Bonjour Fabienne. Bonjour Ambre. Bienvenue dans notre nouvel épisode de The New Web. Chers auditeurs, aujourd'hui on se retrouve pour aborder une thématique qui nous tenait particulièrement à cœur, qui est l'entrepreneuriat. Et le sujet, c'est oser entreprendre. Alors qui de mieux pour vous en parler que des experts et des entrepreneurs? On a le plaisir d'accueillir Salim Msadi, Tony Nguyen et Diaba Semega de l'association Les Déterminés. Alors, on va démarrer par Salim. Salim, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association Les Déterminés? Alors, bonjour, je m'appelle Salim Msadi, je suis coordinateur national pour l'association Les Déterminés. Les Déterminés, c'est une association qui a été créée en 2015 par Moussa Camara. En gros, son but, c'était vraiment aider les personnes qui voulaient entreprendre. Et depuis, on est dans 17 villes et on propose une formation gratuite de 6 mois. C'est aussi bien pour des personnes qui ont une idée de création d'entreprise ou plusieurs idées, ou les personnes qui sont déjà lancées mais qui sont pas forcément structurées, qui ont besoin d'accélérer leur projet. Et est-ce que tu peux me dire aujourd'hui sur Marseille au total combien d'entrepreneurs ont été formés? Alors sur Marseille, on a lancé 6 formations et ça fait à peu près 120 entrepreneurs. Ok. Est-ce que Les Déterminés s'adressent à tout type de public? Tout type de public. Il n'y a pas forcément d'âge, pas de diplôme requis, pas de thème de projet prédéfini. Nous, on a juste 2 critères: être déterminé et disponible pendant 6 mois. Si j'ai bien compris, en regardant un petit peu sur le site, au départ, c'était surtout pour des personnes éloignées du monde de l'emploi ou des personnes en ruralité, c'est ça? En fait, ça a commencé dans le quartier de Cergy, de Moussa. De base, il a fait parce qu'il s'est rendu compte il a été entrepreneur, il s'est rendu compte que entreprendre c'est compliqué, qu'on n'est pas accompagné. Et de base, il voulait aider les personnes de son entourage à le faire. Après, depuis, ça s'est développé toute la France. Ok. Diaba, si j'ai bien compris, j'ai regardé un peu ton LinkedIn, etc. Toi, ton projet, ce serait plutôt quelque chose orienté sur les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr. Alors du coup, on le sait maintenant, je m'appelle Diaba. Donc voilà, j'ai 29 ans et moi, j'ai fait des études de lettres et de commerce international. Et puis ensuite, j'ai été salariée pendant à peu près 6-7 ans dans différentes boîtes de transport international. Et je trouvais pas ma place. Je me sentais pas à l'aise. Des fois, il y a des choses comme ça où on n'est pas capable de mettre les mots sur la situation, mais il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas en phase avec les gens, on n'est pas en phase avec l'énergie, on n'est pas en phase avec ce qu'on nous demande de faire. On a le sentiment d'être trop à l'aise sur certaines tâches, on se dit qu'on pourrait faire beaucoup plus, ou pas du tout à l'aise sur d'autres tâches, on voit pas la pertinence. Et pendant très longtemps, ça a été comme ça parce que je me disais, il faut travailler de toutes les manières, il faut gagner sa vie, et si ça se trouve, c'est un peu comme ça partout. Jusqu'au moment où, en fait, j'en pouvais plus et je me suis dit non. J'ai pas encore trouvé ma place, mais je suis sûre que c'est pas ici. Et je me suis dit, pourquoi pas l'entrepreneuriat? De fil en aiguille, en échangeant avec des personnes, j'ai fait la rencontre de Salim. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille chez Les Déterminés parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais dans tous les cas, je me suis dit, être entourée de personnes qui se donnent les moyens d'accomplir leurs rêves, c'est cette énergie-là qu'il me faut pour trouver moi ce que je veux. Et donc du coup, j'ai gravité autour des Déterminés petit à petit, jusqu'à ce que je trouve une idée, moi, et que je lance mon projet. Mon projet, du coup, c'est de commercialiser la racine de vétiver. C'est une racine originaire d'Afrique de l'Ouest, en partie, et en Inde aussi, elle est produite. Et en fait, elle a énormément de vertus sur le confort intime des femmes. Donc, que ce soit au niveau de la diminution de la douleur des règles, des autres petits problèmes qu'on a en tant que femme, que ce soit des pertes ou même de la sécheresse intime, des problèmes qu'on a comme ça. En fait, c'est une racine qu'on a consommée chez nous culturellement, et je me suis rendu compte ici que c'était pas forcément connu, et je trouve ça dommage en fait que les femmes du monde entier n'aient pas ces alternatives-là, sachant qu'on est toutes concernées par ces problèmes-là. Tony, je pense que je peux dire que tu es un chat, parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Je te laisse nous en parler, présenter ton parcours, etc. et puis ton projet. Mon parcours, vraiment, il est quand même vachement atypique. J'ai quitté ma maison, le foyer parental, très tôt. À l'âge de 16 ans, je suis parti à l'armée pendant 2 ans, à Toulon puis à Brest, ce qui m'a forgé un caractère et qui a fait que je suis devenu quelqu'un de très carré et très terre à terre. Suite à ça, j'ai quitté l'armée, je me suis dirigé vers le commerce, ce qui m'a en fait que ça reliait énormément avec ce que j'ai appris en fait à l'armée en tant que
sous-officier qui gérait une petite équipe. Donc le commerce, c'était la même chose. J'étais manager du magasin H&M tout simplement à Paris. Okay. Suite à ça, en fait, pendant 3-4 ans sur Paris, j'ai fait ce travail de manager chez H&M. C'était très redondant parce que j'étais très souvent dans le métro boulot dodo. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de venir sur Marseille pour un week-end. Et depuis ce jour-là, en fait, je n'ai pas quitté Marseille. J'ai rejoint mon cousin qui avait au départ un petit restaurant. Et c'est de là où j'ai commencé à mettre le pied dans la restauration. Le Covid est arrivé, ça a mis une petite pause, on va dire, au milieu de la restauration. À partir de juillet 2021, quand le Covid a commencé à cesser en France, j'ai pu retourner dans la restauration. C'est là où j'ai commencé à me rediriger vers de nouvelles structures pour avoir de nouvelles compétences. Okay. Je me suis dirigé vers l'événementiel. D'accord. D'où le fait est que j'ai travaillé avec Sodexo et l'OM pendant l'équivalent de 1 an. Suite à cette expérience que j'ai eue avec l'événementiel qui était, on va dire, très prometteur, j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai voulu me recentrer à nouveau dans la restauration traditionnelle. Donc, dernièrement, j'ai bossé pour la grosse structure, le grand groupe Big Mama, qui sont de Paris de base et qui sont implantés à Marseille depuis mars 2022. J'ai travaillé avec eux pendant 9 mois. Et c'est que après donc ces 10 dernières années vraiment dans la restauration, où j'ai vraiment compris que je ne pouvais plus ou que je n'arrivais plus à bosser en fait pour quelqu'un d'autre et qu'il fallait que maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat et ouvrir ma propre structure. Pour tous les deux, du coup, de vos parcours, vos expériences, etc., comment vous en êtes venus au déterminé? Comment s'est faite la rencontre? Alors, dans mon cas, c'est un ami à moi qui connaissait quelqu'un qui était chez les Déter et il m'en a parlé comme ça. Il m'a dit, voilà, toi, t'es quelqu'un qui... T'as toujours plein d'idées, t'as envie de faire plein de choses, peut-être que tu devrais rejoindre une structure, parle avec lui et vois ce qui se passe. Et j'en ai parlé et on m'a dit, voilà, les Déter, c'est tu viens comme t'es, t'as une idée, t'as du temps libre et tu te lances. Moi, je me suis dit, bon... C'est bien, c'est vendeur, mais je veux quand même en avoir le cœur net. Et je suis allée à une réunion, puis 2 réunions, puis j'ai entendu les personnes qui étaient déjà chez les déterminés s'exprimer. Et j'ai surtout vu, en fait, la diversité qu'il y a chez les déterminés, c'est incroyable. On se retrouve à parler avec des personnes qui ont des profils totalement originaux, spéciaux. C'est vraiment des choses auxquelles on s'attend pas. Et on se dit, mais si eux sont capables, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Totalement, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Quand on les croise dans la rue, on pourrait vraiment se dire, bah, ouais. Et en fait, ouais. et donc, de là, je me suis dit, ok, moi, ma place, c'est là. C'est un bon mantra. Si eux sont capables, pourquoi pas? Totalement. Et ça, c'est vraiment une chose qui est de quotidien quand on est chez les déterminés parce que on est plusieurs entrepreneurs et encore plus que le fait d'avoir des intervenants de qualité, d'avoir des personnes qui nous motivent au quotidien, le fait d'avoir des gens à côté de nous qui ont la même gamberge que nous et qui sont constitués comme nous, ça nous permet vraiment de nous dire, ok. Parce que des fois, on a tendance à idéaliser. Tout à l'heure, on parlait de Steve Jobs. On se dit, mais en fait, c'est un entrepreneur au départ. Et il est loin devant nous. On se dit, mais c'est Steve Jobs, c'est normal. Enfin, on peut pas. Mais en fait, c'est un humain comme nous. Comme elle disait Nivine, il a 2 yeux, une bouche, un nez, 2 oreilles, comme nous. La constitution, le cerveau, il a rien de plus que nous. Donc, s'il peut le faire, on peut. Tony? Moi, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est une amie à moi qui m'a dit, dernièrement, on a fait du sport avec Salim. Je me rappellerai toujours. Et on m'a dit, du coup, et on m'a dit, dans la salle de sport, on a été à faire du sport avec Salim. En fait, la structure est tenue par un ancien chez Déterminé. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est venu en parler. On m'a dit que il fallait que, peut-être que j'essaie de m'inscrire, en fait, sur le site des Déterminés, parce que c'est des porteurs de projets. Mon amie, elle me connaît depuis un certain moment. Elle sait que j'en suis capable. Elle sait que c'est ce qu'il me faut. Parce que, à force de travailler pour d'autres personnes, des fois on s'oublie soi-même et elle me dit je connais tes compétences, je sais que tu peux le faire, t'as une vision de la restauration qui est entre guillemets nouvelle avec tes valeurs, donc fais-le, va les voir, inscris-toi et peut-être que tu seras pris. Et c'est comme ça que j'ai découvert les déterminés et j'étais pas du tout dans cette vision des choses au départ. Et au final aujourd'hui j'en suis très content. Quand tu dis que t'étais pas du tout dans cette vision des choses, tu veux dire quoi? Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste.
C'est comme ça que les gens me voient. Donc ça fait que quand j'ai commencé les déterminés, je me suis dit, à l'inverse de Diaba, c'est que les autres ont réussi, elle, c'est pourquoi pas moi. Et moi, c'est l'inverse, c'est les autres ont réussi, pas moi. Okay. Donc du coup, il fallait que on soit accompagné par ces structures, pas par la main, mais presque, pour justement nous montrer que en fait on a un projet, que ce projet a l'air potentiellement solide, donc il faut se lancer maintenant. Parce que justement, faut arrêter de la mettre à l'idée de la pensée, il faut agir justement. Ok. Du coup, ta vision sur cet aspect-là, elle a complètement changé depuis que tu es chez Déterminant ? Totalement. Pour moi, c'est un nouveau monde. Moi, je me considère pas du tout comme entrepreneur au départ. Et beaucoup de gens justement autour de nous dans cette promo, et même avec les formateurs qu'on a, sont là à nous pousser en disant en fait, tu réfléchis pas de la bonne manière. Tu sais pas en fait que tu es entrepreneur. Tu le sais pas encore, mais tu as cette âme-là, donc voilà, faut foncer. C'est justement ce que je voulais vous demander, parce que j'allais dire, toi, alors Tony, si j'ai compris, c'est justement, tu en as eu marre en fait d'être dans le monde du salariat, de bosser pour d'autres, et à un moment donné, tu t'es dit, je vais tenter, je vais créer je vais créer ma vision. C'est plus ou moins ça. Je me dis qu'en fait, étant donné que j'ai ces capacités, j'ai toutes ces connaissances, j'ai appris énormément de choses durant ces 10 ans, parce que je suis un chat. Donc, j'ai énormément appris sur mes 30 ans aujourd'hui. Donc, je me dis que je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour moi d'entreprendre au lieu de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre. Et toi, Diaba, tu disais que tu te sentais pas à ta place, en fait. Tu as bossé pour d'autres structures. À l'époque, tu n'étais pas à ta place. Est-ce que tu t'es dit un jour, est-ce que tu t'es imaginé entreprendre ? Est-ce que c'est inné ? Alors, pas du tout, pas du tout. Moi, faut savoir que je viens d'une famille assez modeste. Et quand j'ai commencé à étudier, je me suis dit, il va falloir que je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille, aider si jamais il y a besoin. Et pour ça, pour moi, il y avait rien de tel que la stabilité, à savoir un CDI. Et j'ai eu un CDI au final assez rapidement dès que j'ai quitté ma licence. Et une fois qu'on l'a et qu'on y est, un an passe, 2 ans, et en fait, on se rend compte que la vie, elle va être peut-être plus longue que ce qu'on avait planifié. Et 40 ans dans un endroit, juste pour se dire que c'est la sécurité, des fois, c'est pas suffisant comme leitmotiv. Et donc, de là est venue une forme d'inconfort. Après, j'aurais peut-être trouvé ma place dans le salariat. C'est pas l'aspect hiérarchique dans le salariat qui me dérangeait, mais c'était vraiment le sentiment de pas être à ma place. C'est vraiment particulier. Des fois, voilà, on va me donner une nouvelle tâche à faire. Moi, je pense que je suis un peu comme ça aussi. Je sais pas si c'est des profils atypiques où il y a beaucoup de monde qui est comme ça. On me donne une nouvelle tâche, je kiffe, j'apprends, je veux connaître tous les petits recoins, et après, je m'ennuie. Et après, je me dis, ah mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et en fait, j'ai longtemps pensé que c'était un problème, mais je me rends compte que quand on est entrepreneur, en fait, c'est une bonne chose d'avoir le cerveau en constante ébullition, d'avoir des nouvelles idées, à condition de savoir les mettre en application, à condition d'avoir la manière de le faire correctement. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles maintenant, je me dis que l'entrepreneuriat, c'est une évidence, mais à l'époque, jamais. Une dernière question pour Tony, parce que du coup, toi, Diaba, tu dis que c'était plus évident, en fait, quand t'as su qui étaient les déterminés, t'as fait les réunions, tu t'es dit directement, c'est fait pour moi. Toi, du coup, en ayant avant ce caractère un peu plus pessimiste, etc., comment t'as eu le déclic ? Comment tu t'es dit, bon, ok, je me lance ? C'était compliqué. C'était compliqué parce que du coup, moi, je me suis inscrit. Suite à cette inscription, on m'a appelé immédiatement. Ça a été ultra rapide. On m'a demandé de venir faire un entretien individuel et il fallait que j'expose potentiellement mon projet à 2 personnes que je ne connaissais pas, qui sont donc des coordinateurs et de chez Déterminé. Et quand je suis arrivé, que j'ai posé mon projet devant ces 2 personnes, j'étais comme un enfant qui a peur, avec une grosse armure devant lui, parce que on n'est pas forcément, je sais pas comment expliquer, mais dans la vie, se dévoiler à quelqu'un sur un projet personnel, des fois c'est très difficile. Et du coup, le faire devant des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui ont potentiellement cette possibilité de nous aider à nous projeter, ça a été très compliqué pour moi, et je pensais vraiment pas être pris chez Déterminé. Je l'ai su 48 heures avant le SAS parce que un mail s'était perdu dans mes spams. Okay. Quand tu dis le SAS, tu parles de quoi ?
En fait, le SAS, c'est après la journée de sélection, où les challenges justement devant des personnes qui connaissent pas. On fait 3 jours de tests pour leur montrer un peu ce qu'on va proposer pendant les 6 mois de formation. Ok, d'accord. Donc c'est retenu. ah ouais, donc c'est que tu repasses le bac quoi. On passe les sélections, ensuite on passe le SAS. Et si dans le SAS ça se passe bien, de là on démarre la Et formation. sachant que pendant les 3 jours de SAS, interdiction de parler de projet. C'est particulier, c'est intéressant. C'est vraiment. Ça Ouais, ça crée vous met dans des vraiment- conditions. Exactement. D'accord. Et du coup, votre projet, tous les deux, vous l'aviez déjà en arrivant chez les déterminés. Est-ce qu'il était comme aujourd'hui ou est-ce que le temps passé a fait que ça a évolué? Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, j'aime bien cette question parce que ça permet de souligner des fois les échecs, c'est important. Il faut savoir que moi, quand j'ai entendu parler des déterminés, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et on m'a dit qu'il fallait juste avoir une idée. Je vais me présenter avec cette idée-là. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les mots et je voulais écrire un livre. Dans ma tête, il fallait que j'écrive un livre. Un de mes rêves, c'est d'avoir mon livre à la Fnac. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il me fallait mon livre. Ouais. Et donc, du coup, quand je suis allée chez les déterres, la première fois, je leur ai dit, voilà, mon projet à moi, c'est d'écrire un livre et de le publier, de le faire connaître. Et on m'a dit, mais nous, on accompagne des porteurs de projets qui créent des entreprises. Ça, c'est pas une entreprise. Et moi, j'ai débattu, j'ai dit, ah non, mais c'est quand même un produit, un livre. On le commercialise. C'était ton projet. C'était mon en fait. projet. D'accord, C'était le ok. livre à la Fnac. Et donc, je me disais, c'est un produit, on le vend, il va falloir que je me vende, il va falloir que je fasse tout plein de démarches autour de mon livre. Donc, ça reste un projet entrepreneurial. C'est pas passé, je n'ai pas été prise. Et donc, du coup, la première fois, ça a été un réel échec. Bon, je suis quand même allée au bout de ce projet-là, qui se continue en parallèle. Mais 6 mois plus tard, j'ai entendu de nouveau parler des sélections des déterminés. Je me suis dit, bon, j'y vais pas. On m'a quand même jeté une première fois, ça fait mal à l'ego. Mais quelquefois, il faut mettre son ego de côté et se rendre compte qu'il y a vraiment du potentiel. Je me suis retrouvée par hasard à une nouvelle réunion d'information. C'était au Pôle emploi d'ailleurs, parce que je me suis mise au chômage entre-temps. Et de là, je me suis dit, non, je peux pas laisser passer une chance comme ça. Et je suis retournée, et cette fois-ci, j'avais un projet un peu plus abouti. Et pour répondre encore plus à la question, entre le jour 1 où j'ai proposé mon projet et là, après 2 mois de formation à peu près, le projet, il a encore totalement évolué. D'accord. Ça évolue tous les jours. En fait. Et même l'état d'esprit, en fait, il a évolué. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à penser petit. Je me dis, bon, j'ai des moyens limités, je veux faire un petit truc, voilà. Et les déterminés, ça nous apprend vraiment à ouvrir notre esprit, à voir plus grand, à voir différent, à voir vraiment sous d'autres angles, pour se rendre compte vraiment que, voilà, il y a d'autres possibilités. Et ça, je pense que, voilà, j'ai gagné en ouverture d'esprit. Ok. Tony, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu, de nous en dire un petit peu plus sur ton projet? Est-ce que tu veux, parce que je vois que tu as un sweet Twitch qui est très curieux, et donc on a hâte d'en savoir plus. Allez, pas de souci. Moi, du coup, pour en revenir par rapport aux déterminés, mon projet de base, c'était, quand je suis arrivé chez les déterminés, je voulais présenter un projet de restauration. Donc, d'ouvrir un restaurant. Parce que c'était mon but ultime, après avoir fait 10 ans de restaurant, d'ouvrir un restaurant. Sauf que, une fois que je suis rentré à la maison, j'ai eu une pensée qui est arrivée dans ma tête, qu'on a appris par la suite dans notre formation, c'est que il faut rêver grand, mais commencer petit. Et donc, pour moi, je me dis que c'est exactement la même chose. Il faut que je commence par une petite structure qui va commencer à pouvoir me faire connaître pour, par la suite, pouvoir grandir et ouvrir encore d'autres structures. Aujourd'hui, mon projet, c'est l'une des problématiques que j'ai rencontrées sur Marseille, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité au niveau des snackings. Tout le monde se tourne très souvent vers de la malbouffe, parce qu'on se retrouve très rapidement avec tout ce qui va être McDo, snack et boulangerie typique. Et moi, du coup, je voulais me différencier en ouvrant une sandwicherie saine et vietnamienne. Donc, l'ouverture de ces sandwichs qu'on appelle des banh mi. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et du coup, donc, j'ouvrais cette sandwicherie vietnamienne. Et ce nom, Twitch, c'est en fait tout simplement la contraction du T de Tony et Witch du mot sandwich, tout simplement. Ok. J'aurais pas trouvé, hein. Je m'aurais fait le... Et du coup, voilà, donc le projet d'ouvrir des sandwichs vietnamiens avec plusieurs gammes, donc plusieurs produits à l'intérieur, en partant du produit principal, on va dire le sandwich traditionnel vietnamien, le banh mi à base de porc laqué et de légumes marinés. Mais il y aura également donc d'autres recettes à base de bœuf au saté, du poulet à citronnelle et également de tofu frit par exemple pour les personnes qui sont véganes, végétariennes. Ouais, donc c'est assez varié en fait. Comme ça, tu peux attirer tout type de... Exactement. Ok. Diaba, est-ce que toi, tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton projet? Est-ce que tu souhaites en parler? Ouais, pourquoi pas, sur son évolution, par exemple, dans mon esprit, entre quand je suis arrivée et là.
Alors, je suis arrivée en me disant, comme je disais, j'ai pas beaucoup de moyens, je vais acheter la branche au Mali ou au Sénégal, et ensuite je vais l'importer, je vais la faire connaître, et puis je vais la vendre. Et en fait, au fur et à mesure que j'en ai appris sur mon produit, je me suis rendu compte qu'il avait, donc, comme je disais, énormément de vertus. C'est en apprenant que j'ai découvert ces vertus sur le plan de l'agriculture. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi je vois pas plus grand, pourquoi je vois pas plus loin. Au départ, je me suis dit bon, en important, ça va faire travailler les gens là-bas. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur parce que mes parents sont d'origine malienne. Moi et mes frères et sœurs, on a grandi ici, mais eux, ils sont arrivés quand ma plus grande sœur, elle avait, je sais pas moi, 2 ans. Et donc, du coup, ils ont dû se construire ici, mais c'était toujours entre deux mondes. Et Mali, c'est considéré comme un pays très pauvre. Il y a toujours la famille là-bas qu'il faut aider, qu'il faut assister. Et je me suis toujours dit, il faut les rendre autonomes. Il faut qu'ils puissent faire leur propre argent. Et je me disais, bon, voilà, si jamais j'achète des branches là-bas, peut-être que, voilà, eux peuvent les cultiver. Ouais. Et là, je me dis, mais pourquoi pas moi aller plus loin? Pourquoi pas moi cultiver sur des hectares et des hectares de terre? Pourquoi pas ouvrir une distillerie, en faire de l'huile essentielle, étant donné que y a le parfum qui est vendu très cher. Haïti, premier producteur de vétiver au monde. Pourquoi pas le Mali? On a tout ce qu'il faut. C'est quelque chose qui demande pas énormément de ressources. Une distillerie, partant d'une distillerie, on peut faire énormément de choses. Pourquoi pas un laboratoire, tout plein de produits. Des fois, quand on a vous savez, le vin. Comment dire, là où on fait pousser le raisin, et des fois il y a tout plein de choses autour, il y a le vin, il y a des restaurants, il y a tout un domaine, et je me dis mais pourquoi pas faire la même chose par rapport aux produits qu'on a là-bas, et on voit plus loin, on voit plus grand, ça pourrait toucher beaucoup plus de monde et ça pourrait être beaucoup plus structuré. Typiquement cette manière de voir mon projet, je l'aurais jamais eu avant. C'était pas passé non, jamais. Je me serais dit j'ai pas les moyens, c'est pas possible, c'est loin, le Mali c'est compliqué, énormément de pensées limitantes qu'on se met en tête en fait. Mais à partir du moment où on pose des problèmes, il n'y a plus qu'à chercher la solution. Et ça, c'est vraiment une pensée que j'ai développée chez les déterminés. Alors là, tu viens d'aborder un sujet très intéressant pour la suite. Tu parlais de pensées limitantes. Tout à l'heure, toi aussi, Tony, tu disais que tu étais comme un enfant qui avait peur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement les freins peut-être que vous avez eu à un moment donné, les blocages, les peurs, les craintes, tout ce qui a fait que vous disiez non? Avant projet ou alors, pendant projet? Avant, pendant. Ok. Tu as eu peut-être, Tony, des a priori, des peurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans ton cheminement? Alors moi, je pense que avant projet, ce qui me limitait énormément, c'était le fait de, je pense, j'ai énormément acquis en responsabilité, en compétences dans les années qui ont précédé cette formation, et j'étais toujours limité parce que je me suis dit que est-ce que j'en suis réellement capable? Okay. C'est vraiment dans la tête, c'est un blocage qui fait que est-ce qu'on en est réellement capable? Et en fait, c'est vraiment en se lançant, en se mettant en action, aller chez les déterminés, qui fait que on peut passer de agir à action. Après, j'ai eu un second frein qui est arrivé très très rapidement, c'est de confronter une personne chez les déterminés. Quand on a commencé la formation, nous avons rencontré une femme qui s'appelle Fatima, qui m'a mis un frein énorme. C'est que je lui ai présenté ma proposition de valeur en une seule phrase, et elle m'a dit « Ok, pourquoi j'achèterais ?» De manière un peu plus... C'était une vraie question, mais à laquelle tu n'avais peut-être pas... Mais voilà. Mais c'était de manière... dans la manière où elle me l'a dit, c'était beaucoup plus sec, et je l'ai vraiment très mal pris. Mal vécu, ouais. Ah oui, vraiment très très mal vécu. C'est que j'ai passé quand même toute l'après-midi à être renfermé sur moi-même. Donc revenir, c'est cet enfant qui a eu du mal à accepter les choses. J'ai dû avoir une discussion avec Diaba qui a duré quand même 2 heures pour justement sortir de cet état d'esprit en me disant que justement peut-être que c'est justement ce genre de personnes qu'on va affronter tout le long de notre vie d'entrepreneur en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, le lendemain, je suis revenu à la formation et il fallait que je réaffronte Fatima, et ça a été plus que révélateur, parce que du coup, aujourd'hui, j'ai une meilleure vision des choses. Chaque fois que je vois un problème, je vois également une solution. Donc voilà, c'était... Donc au final, ça a été une expérience que tu as mal vécue, et au final que tu as limite transformé en, je sais pas... en force. En force, ouais. C'était un très gros rebondissement, en fait. Ok.
Parce que je pense que dans la vie, c'est ce qu'il faut des fois. Il faut se prendre des murs et il faut se les prendre tôt. Parce que plus on prend un mur tard, et c'est là où justement on risque d'avoir des problèmes, des causes à effet qui sont vraiment plus graves. Là, j'ai pris un mur vraiment très très tôt dans la formation. C'était vraiment au bout d'une semaine. Et ce qui fait que on arrive à rebondir assez rapidement. En se disant que, bah voilà, peut-être que c'est vrai que la proposition de valeur, ou peut-être que notre projet n'était pas encore abouti à 100%. On est arrivé avec une idée. Et cette idée-là, faut la faire grandir, faut la faire mûrir pour justement pouvoir proposer quelque chose de plus important pour que ce soit des financeurs, que ce soit des personnes qui veulent nous aider à projeter. Donc voilà. Et aujourd'hui, si je te reposais la même question, est-ce que tu aurais, oui, tu aurais une réponse? J'aurais les meilleures réponses, tout à fait. Ok. Bon, et toi, Diaba, alors, est-ce que tu peux nous parler des freins, des réticences, des peurs, des craintes que tu as eues tout au long de... Enfin, ou que tu as encore? Ouais, j'en ai encore. Alors, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très peureuse, vraiment très frileuse. Quand on entend entrepreneur, on se dit c'est des gens super courageux, ils font des trucs de dingue et tout. Non. Moi, souvent dans ma tête, c'est la panique et je me pose énormément de questions. Et y a des gens comme ça qui, quand ils commencent à tourner dans leur tête, après c'est fini, il y a plus rien qui les arrête. Et moi, je suis ce genre de personne là. Et je me sentais pas légitime. Je me disais pourquoi moi, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Peur que ça fonctionne pas. Des fois, on a peur que ça rate. Je sais pas, pourtant il y a rien de dramatique, hein. On tombe, on se relève, mais on voit le fait de tomber comme quelque chose de vraiment dramatique. Dans les freins, il y a l'aspect familial aussi, le fait de le soutien. Voilà, les parents qui nous disent mais moi ma mère elle me répète tous les jours d'aller travailler, de trouver un travail stable avec un CDI. Voilà, c'est ça. Et quand on est vraiment entre deux mondes, c'est vraiment pas la même époque, c'est pas la même mentalité, et de devoir lutter contre ces paroles-là, pas de monsieur et madame tout le monde, mais vraiment de papa et de maman, c'est très compliqué. Et il y a des moments où on se dit, est-ce qu'elle a pas raison? Est-ce que je devrais pas retourner travailler? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Surtout quand nous-mêmes, on a du mal à trouver où est-ce qu'on va. Ça, c'est vraiment un frein énorme. Mais j'ai réussi à lever ce frein-là à force d'échanger avec les gens, à force de voir des personnes qui ont réussi notamment et qui avaient pas forcément leur famille derrière elles. Et je me suis rendu compte que voilà, des fois, les voyants ne sont pas forcément tous au vert, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas y aller. Okay. Il y a des choses, voilà, c'est comme ça. On a tel et tel élément en notre faveur, et il y a ça et ça qui joue en notre défaveur. On compose avec. Et on s'adapte, ouais. Faut réussir à dépasser, en fait, totalement. Vos peurs. Okay. Totalement. Et voilà, typiquement, il y a une des intervenantes qui m'avait dit, tu prouves à tes parents qu'ils ont tort, mais par la réussite. Et typiquement, je me dis, ouais. Clairement, c'est un challenge et ça me donne envie d'aller plus loin. Plutôt que de me dire, ils ont peut-être raison. Et non, asseyez-vous, attendez. Ouais. La réussite, elle va parler d'elle-même et puis voilà. Okay. Mais sinon, je pense que les plus gros freins, c'est vraiment des freins mentaux. D'accord. Moi, je sais que en tant que peureuse, la plupart du temps, une fois qu'on a identifié ces peurs et qu'on les a mises sur le papier, le fait d'en parler aussi, souvent ça aide. Et on se rend compte qu'en fait, c'était pas si insurmontable que ça. Très souvent, c'est dans la tête. Tu veux réagir, Tony? Ouais, c'est vrai qu'on on parle de freins, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que très souvent aussi les freins viennent de la famille. Parce que, comme Diaba l'a si bien souligné, c'est que on a souvent des parents qui ne sont pas forcément contents pour nous qu'on se lance dans un milieu où il n'y a pas de sécurité. Parce que le risque. Voilà, exactement. C'est un risque, c'est un bassin où on n'aura pas forcément pied. Et en fait, justement, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est que seule la réussite, en fait, fait que les parents peuvent à nouveau être, entre guillemets, en sécurité. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué de leur dire des choses. C'est générationnel aussi, je pense. Totalement. Moi, j'ai essayé de le dire à mes parents, justement, que je voulais arrêter de travailler pour justement me lancer. Avant, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a un autre frein que je voulais mentionner aussi, c'était les moyens limités financiers. Quand moi je viens de la banlieue parisienne et mes parents clairement ils avaient pas les moyens, famille nombreuse, voilà, il y a pas d'argent pour ça, et je savais qu'il y aurait personne j'aurais pas de matelas financier au cas où j'investirais des grosses sommes et qu'il y aurait pas de retour direct sur investissement. Et très longtemps je me suis dit mais en fait il faut des sous pour entreprendre pardon. Et en fait non. On peut adapter le projet en conséquence, on peut commencer petit, on peut trouver plein de manières de faire, et il faut pas se limiter par rapport à ça. C'est vraiment une erreur qu'on a tendance à faire en se disant non mais l'entrepreneuriat c'est pour les gens qui ont les moyens, ils ont coffré pendant tel ou
je sais pas combien d'années où ils ont telle ou telle personne qui peut financer leur projet. Et j'en parle parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver dans ça, en se disant c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas les moyens, ou moi j'ai pas décidé d'avoir recours à des prêts. Bah moi typiquement, c'est pas dans mon état d'esprit. Je me dis pas aujourd'hui que je vais aller chercher des financements. Et ça peut sembler contradictoire, mais ça l'est pas. Tu fais bien d'aborder ce point-là justement parce que j'allais vous demander est-ce que aussi il y a eu des freins on va dire financiers, la peur de se dire ok je prends un risque qui va peut-être me coûter cher à un moment donné et peut-être que j'aurai aucun soutien financier autour de moi, donc est-ce que ça aussi ça a pu se poser? Oui, totalement. Moi, c'est le cas. Moi, je préfère je le dis et je préfère être totalement transparent avec les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est que c'est un milieu qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'il faut, si on a un projet, il faut se lancer. Mais aussi derrière, il faut savoir se sécuriser. C'est-à-dire que si on veut se lancer, si on a des économies ou si on a potentiellement l'aide de Pôle emploi, c'est une très bonne chose. Si on se lance dans cette aventure mais qu'on n'a absolument rien derrière qui puisse subvenir à nos besoins, que ce soit naturels ou humains, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Moi je le vois quotidiennement, c'est dur. C'est dur, donc on a tendance à vouloir se retourner très rapidement dans ce monde salarial, ce qui est mon cas, parce que déjà que de base je suis quelqu'un de très hyperactif. J'ai besoin de retourner travailler rapidement parce que cette formation, elle m'aide à construire mon projet. Mais moi, de mon côté, j'ai aussi besoin de construire ma vie, de travailler. Et financièrement, il faut essayer vraiment d'avoir créer ce milieu où cette sécurité, où se dire que... Et ouais, je rebondis sur c'est Salim qui m'avait fait la remarque. L'une des premières fois où j'étais venue et je lui ai parlé des DTR, j'étais super enthousiaste. Je me suis dit, il faut absolument que je vienne là. J'avais pas encore quitté mon emploi et je me suis dit, je vais négocier une rupture conventionnelle pour avoir le chômage. Mais s'il refuse, je vais quand même démissionner. Je vais travailler de nuit, je vais trouver une solution parce que moi, il faut absolument que je sois là. Et en fait, ce qui m'avait souligné à ce moment-là, c'est que quand on n'a pas un matelas de sécurité suffisamment solide, ne serait-ce que pour subvenir à nos besoins primaires pour pouvoir entreprendre, et ben psychologiquement en fait on n'est pas tranquille. Et quand on n'est pas tranquille et qu'on est toujours à cheval sur sa sécurité, sur comment on va manger, où est-ce qu'on va dormir, on peut pas penser grand, on peut pas penser vraiment librement. Et donc du coup c'est vraiment important d'anticiper, d'avoir un minimum de sécurité, juste la stabilité. On se dit pas voilà on va aller en vacances tous les mois, mais juste avoir un toit, avoir quoi manger. Et de là on peut penser loin, on peut se laisser le temps. Et c'est important parce que quand on entreprend, il faut pas se dire j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut se dire j'ai le droit à l'erreur. Et quand on n'a pas les moyens, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, donc ce que vous dites en fait, en gros, c'est que il faut entreprendre. Entreprendre, c'est un risque. Donc apprendre, vu que vous êtes en plein dedans. Par contre, avoir de quoi, en tout cas, subvenir à ses besoins primaires, se retourner. Mais ce que vous dites aussi, c'est il n'y a pas besoin d'avoir des finances, enfin un capital départ monstre pour se lancer. C'est à la portée de tout le monde, tout le monde peut se lancer. Voilà. Oui, en fait, je pense que l'entrepreneur, par essence, c'est vraiment la gestion des risques. Et c'est pas parce qu'on entreprend qu'on veut prendre des grands risques et aller loin qu'on doit se dire qu'on prend des risques dans tous les sens. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque, il faut trouver la manière de l'appréhender du mieux possible. Si on sait qu'on risque de pas manger, de pas dormir, déjà partir dans l'entrepreneuriat en se disant je prends ce risque-là, c'est peut-être pas la manière la plus réfléchie d'aborder le monde de l'entrepreneuriat parce que des risques il y en aura beaucoup. Ça sert à rien de sauter sur les risques. Ceux qu'on peut appréhender, on les appréhende. Ceux qu'on pourra pas appréhender, ceux-là on les prendra en pleine face et on les parera et tout. Mais pour ceux qu'on peut appréhender, il faut les appréhender, c'est important. Moi j'ai une question pour Salim. Selon toi, c'est quoi la recette du déterminé? S'il y avait une recette, s'il y avait une, je sais pas, recette secrète du déterminé, ce serait quoi pour toi? Déjà, tout est dans la tête et je pense en fait c'est vraiment savoir où tu veux aller. Dans le sens, dans tout ce que j'ai fait en vrai, dès que j'avais un but précis, dès que je savais vraiment où j'allais, peu importe ce qui arrivait devant, je fonçais, j'y allais. Donc, je pense que c'est vraiment, s'il y a une recette, c'est ça. Parce que des fois, je vais voir des entrepreneurs, ils veulent entreprendre, mais ils ont pas forcément de but, ils ont pas forcément la ligne d'arrivée. Et donc, dès qu'il y a, je sais pas, un obstacle, une difficulté, voilà, ils vont reculer, alors que celui qui a vraiment
la vision de où il veut aller, c'est beaucoup plus simple de justement surmonter tous les échecs, les obstacles. Et par exemple, moi, comme tout ce qui est peur, tout ça, je sais que ça a vraiment été, on va dire, plus mes levées de motivation qu'autre chose. Dès que je me prenais un nom ou je vois que j'avais peur, je fonçais encore plus. Justement, vu que je savais où j'allais. Et est-ce que justement, toi qui côtoies des entrepreneurs quotidiennement, est-ce que, au-delà de ce que Diaba et Tony viennent de dire, est-ce que toi tu vois d'autres freins? On a parlé de l'entourage, du soutien de l'entourage, on a parlé des freins qu'il y a dans la tête, des pensées limitantes, on a parlé des freins qui peuvent être financiers aussi. Est-ce que, en observant autour de toi, tu vois d'autres freins? Je pense pas. Administratifs, la peur du changement, enfin. Après, exemple administratif, ça, tu feras toujours quelqu'un pour faire les papiers à ta place. Exemple, moi, je déteste la partie administrative. Un comptable, des gens qui le faisaient. Et je pense que vraiment, le plus gros des freins, c'est le mental. Au final, pour combattre tous ces freins qui sont mentaux, c'est le mental aussi, c'est le mindset, c'est vraiment se dire confiance en soi à bloc. Il y a que toi qui peux, je pense, combattre tous ces aspects de ces freins. Au final, ce qui compte, c'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive qui va compter. Pour le coup, moi, je dirais la peur, pas forcément la mettre de côté, mais l'appréhender. Dans le sens, essayer de comprendre déjà pourquoi t'as peur. Qu'est-ce qui fait que t'as autant peur? À quoi c'est lié? Souvent, t'as peur d'échouer. Mais en fait, la peur d'échouer, elle va beaucoup plus loin. Elle est liée à la peur de ne pas avoir de valeur auprès de ses parents, auprès des personnes, auprès de notre monde, parce qu'on se dit, ma valeur, c'est ma réussite. Et du coup, à partir du moment où tu as compris ça et que tu écartes le truc, moi, ma valeur, elle va beaucoup plus loin que ma réussite, donc je peux me permettre d'échouer. Et ben de là, tu comprends la peur et de là, c'est plus pareil. Une bonne grosse dose de courage chaque jour pour se dire qu'il faut le faire et quand on veut, on peut. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, alors que moi j'ai vu sur les réseaux, en fait, rejoindre les déterminés, c'est totalement gratuit. C'est gratuit, on prend pas les CPF, il n'y a pas de frais cachés, c'est gratuit. Comment rejoindre les déterminés? Quelles sont les démarches à faire s'il y en a un? Faut aller sur le site lesdéterminés.fr, choisir sa ville ou candidater, et après il y a une personne de l'équipe qui va vous appeler. Ok. D'ailleurs, le 23 mai, en Marseille, on lance 2 nouvelles formations. Donc là, c'est pour les profils qui sont entre 18 et 30 ans. Ils ont au moins une idée ou qui sont déjà lancés. Mais voilà. Vous avez juste à aller sur le site internet et déterminer.fr. Et en septembre, les plus de 30 ans, on va voir ce qu'on peut faire. Et question que j'ai pas posée tout à l'heure, combien de temps dure une promotion? À vie. À vie, c'est la famille. Ils rentrent et ils sortent plus. Mais en soi, c'est 6 mois. C'est 6 mois de formation. Il y a 3 semaines intensives du lundi au vendredi de 9h à 17h. Après, c'est 2 jours par semaine pendant 5 mois. Mais nous, à la fin des 6 mois, on continue à garder le lien. Voilà. Une dernière question, peut-être un petit mot chacun. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésite pour justement oser entreprendre? Foncez, au pire, vous allez apprendre. Moi, je poserais la question, qu'est-ce que tu as à perdre? Souvent, t'as pas énormément à perdre. Si jamais ça marche, c'est tant mieux. Si jamais ça marche pas, tu continues, la vie, elle continue. Tu poursuis. Ouais, un peu la même chose. Je pense que foncer. Tu risques rien, à part, même si tu fais la formation entièrement et que tu as fait ces 6 mois, derrière, si ça n'a pas marché, soit tu es accompagné, ou soit tu retournes en salariat. Mais c'est pas grave. Et aussi, chez les déterminés, on a la possibilité de développer un réseau énorme. Là, je me dis que à côté de moi, je suis entourée d'une vingtaine de personnes. Et dans les vingtaines de personnes, même si moi, demain, je retourne au salariat ou je fais autre chose de ma vie, il y a des gens tellement inspirants, il y a des gens qui vont aller tellement loin, il y a des gens dans tous les domaines. Lui, il est dans le domaine de l'électricité, lui, il est dans le domaine de ceci, lui, dans le domaine de cela. En fait, le fait de connaître quelqu'un dans chaque domaine, ça peut être très, très, très enrichissant. Et ça, c'est juste la classe, sans parler de tous les événements auxquels on participe, tous les after work, vraiment, il y a énormément de choses qui nous donnent la possibilité de développer un réseau, mais énorme. Et qui sait, dans ce réseau-là, peut-être que s'il est déterminé, c'est pas ton truc, peut-être que tu vas rencontrer la personne qui va t'aider à trouver ta voie. Ok. Merci. Merci pour vos interventions. Écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir répondu présent. Je conclurai ce podcast par une phrase de Tony. Il faut rêver grand pour commencer petit. Je trouve ça très beau. Du coup, le site internet lesdéterminés.fr. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux?
LinkedIn, Instagram, TikTok, où on peut vous suivre l'aventure de Diaba, de Tony, et de suivre l'aventure des déterminés. Merci d'avoir participé au podcast et on se retrouve au prochain épisode. Merci à vous, c'était génial, super énergie.